Bonjour et bienvenue sur Carcassonne.online. Souvent, quand on pense à une forteresse médiévale, on a tout de suite cette image très classique en tête. Ouais, le gros donjon massif, bien lourd. C'est ça, le gros bloc de pierre entouré de remparts écrasants, conçus pour dominer le paysage par la force brute, quoi. C'est une vision super ancrée. Très ancré, oui. Et pourtant, il suffit d'aller faire un tour dans la montagne noire, dans l'Aude, pour que cette idée vole complètement en éclats. Ah, tu parles de l'illusion d'optique de l'Astours. Tout à fait. De loin, on a l'impression de voir une seule et immense muraille qui épouse la crête de la montagne. Mais quand on s'approche vraiment, on se rend compte que ce n'est pas du tout un seul château. Il y en a 4. Voilà, 4 sentinelles de pierre distinctes, alignées sur cette fameuse arête rocheuse. Et c'est justement cette anomalie architecturale qu'on va décortiquer aujourd'hui. Notre but, c'est de comprendre pourquoi ces châteaux de l'Astours sont vraiment une étape incontournable pour quiconque visite la région. Surtout qu'on a de quoi faire avec nos sources actuelles. On s'appuie sur des rapports de fouilles archéologiques très récents, des chroniques militaires du XIIIe siècle et des relevés topographiques. Parce que oui, pour comprendre l'Astours, il faut d'abord regarder le sol. La géologie dicte tout ici, non? Complètement. Le site impose des contraintes vraiment extrêmes. Pour situer, on est à 18 km au nord de Carcassonne. D'accord. L'éperon rocher lui-même est fait d'un calcaire primaire super dur. Il fait environ 600 mètres de long, mais il est très très étroit. Un vrai couloir de roche, en fait. C'est ça. Et il culmine à 300 mètres d'altitude. Cisaillé de chaque côté par 2 rivières assez sauvages, l'Orbiel et le Grésilou. Ce qui explique pourquoi construire une forteresse classique en forme de gros bloc, c'était techniquement impossible. Il aurait fallu araser la montagne. Ce qui, avec les outils du Moyen-Âge, relevait de l'utopie totale. Donc, ils ont opté pour la fragmentation. Ils ont réparti la défense sur 4 bâtiments. Cabaret, la tour Régine, Sur-de-Spine et Cartigne. Et en regardant ça, il y a une analogie qui m'est venue à l'esprit. C'est comme un jeu de dominos inversé. Un jeu de dominos inversé, c'est-à-dire Dans un jeu de dominos normal, si une pièce tombe, toutes les autres suivent. Tout le système s'effondre d'un coup. ouais, la réaction en chaîne classique. Voilà. Mais à l'Astours, la logique est totalement inversée. Les 4 châteaux sont indépendants au niveau de leurs murs, mais ils sont balistiquement interdépendants. Ah, je vois où tu veux en venir. Si une armée arrive, avec énormément de mal, à prendre la première tour, sa victoire devient un piège. Parce qu'ils se retrouvent coincés sur un bout de rocher très étroit. Exactement. Ils sont confinés, à découvert, et la tour suivante, qui est un peu plus haute, les prend immédiatement sous un feu croisé. C'est très juste. C'est une défense active en profondeur. L'attaquant va s'épuiser à chaque palier, alors que la défense, elle, se renouvelle. La falaise fait une grosse partie du travail à leur place, quoi. C'est une économie de moyens très maligne. D'ailleurs, cette interaction entre le paysage et la défense, elle est toujours visible aujourd'hui, même si c'est plus récent. Je pense aux cyprès. Ah oui, les grands cyprès plantés dans les années 30. Ouais. De loin, leur silhouette très sombre et très verticale imite presque les tours en pierre. Ça donne un effet visuel assez poétique, presque voulu. C'est vrai que c'est très beau. Mais l'intention d'origine était 100% utilitaire, hein. Ah bon? C'était pas pour faire joli? Non, pas du tout. Le calcaire de la montagne noire s'érode très vite, surtout avec les vents violents qu'il y a là-haut. Ils ont planté ces cyprès pour que leurs racines stabilisent le sol et évitent les glissements de terrain. D'accord, donc c'est une sorte de fortification botanique moderne pour protéger la pierre ancienne. Mais ça m'amène à une autre question. Pourquoi des gens iraient s'installer sur un piton rocheux aussi hostile bien avant le Moyen-Âge? C'est là que l'histoire se sépare un peu entre la légende et la science. Si on écoute la légende locale, tout tournerait autour d'une grotte située à mi-pente. Le fameux trou de la cité. Exactement. La rumeur dit qu'il y aurait un passage souterrain secret qui partirait de cette grotte pour rejoindre directement la cité de Carcassonne. Attends, Carcassonne, c'est à 18 km à vol d'oiseau. C'est ça. Le mythe du souterrain est très fréquent, mais un peu de bon sens suffit à le démonter. Bah oui, creuser un tunnel de 18 km dans de la roche dure au Moyen-Âge sans explosifs ni aération, c'est juste de la science-fiction. Totalement absurde. Il aurait fallu sortir des millions de tonnes de gravats en toute discrétion. Mais par contre, ce que les archéologues ont vraiment trouvé dans cette grotte en 1961, c'est bien plus captivant qu'un faux tunnel. Tu parles de la sépulture de l'âge du bronze, c'est ça? Oui, la fameuse princesse au collier. Une petite fille enterrée là vers 1700 à 1600 avant notre ère. Et ce qui est fou, enfin ce qui est très surprenant, c'est ce qu'elle portait sur elle. Une parure de perles et des éléments en bronze d'une très grande finesse. Mais surtout, le style de ces bijoux trahit des influences très lointaines.
On parle d'art mycénien, donc de la Grèce, et même d'Égypte antique, non? Tout à fait. Et trouver des motifs grecs ou égyptiens perdus dans un coin de l'Aude, il y a près de 4000 ans, ça bouscule pas mal de clichés sur l'isolement des gens à l'époque préhistorique. Mais comment ces objets sont arrivés là? Pourquoi ce bout de roche précis intéressait les marchands méditerranéens? La réponse est sous terre, les métaux. La géologie de la montagne noire cache une zone de contact entre du calcaire et du schiste qui a créé des filons très riches. Du cuivre, du fer? Du cuivre, du fer, du plomb argentifère et même de l'or. Et dès l'âge du bronze, les gens du coin exploitaient ça. Le cuivre partait sur les routes commerciales de toute la Méditerranée. D'accord, donc la princesse au collier, c'est la preuve que l'Astours était un carrefour économique très ancien. C'est exactement ça. Un nœud stratégique majeur. Et cette richesse des sous-sols, elle ne s'est pas arrêtée à l'Antiquité. Si on avance un peu dans le temps, disons vers le XIe siècle, c'est cet argent minier qui va faire la puissance des seigneurs locaux. Oui, mais à cette époque, il faut s'imaginer un décor très différent. Les 4 châteaux qu'on voit aujourd'hui sur la Crète n'existent pas encore. Ah, d'accord. Il y avait quoi à la place? On avait 3 châteaux primitifs, construits un peu plus bas, et surtout, ils étaient entourés d'un très grand village, un castrum. Le castrum de Cabaret. Voilà. Et les fouilles montrent que c'était une vraie petite zone industrielle. Le fer était fondu sur place, les forges tournaient à plein régime. Une vraie machine à cash, en fait. J'ai lu dans les textes qu'en 1166, cette seigneurie comptait pas moins de 22 co-seigneurs en même temps. 22! Oui, c'est ce qu'on appelle un pareillage. Une gouvernance partagée. Mais logistiquement, comment ça ne finissait pas en bain de sang? 22 nobles avec leurs égaux, qui gèrent le même territoire, les mêmes forges, les mêmes impôts, ça devrait être le chaos total. En théorie, diviser le pouvoir comme ça affaiblissait les familles. Mais ici, le modèle économique était différent. Les mines et les forges, ça demandait des investissements énormes. Des infrastructures lourdes, ouais. C'est ça. Donc c'était beaucoup plus rentable de gérer tout ça en commun, comme une grosse entreprise, plutôt que de découper le terrain en petits morceaux inutiles. D'accord. Et comme ça rapportait énormément d'argent, il y en avait assez pour tout le monde. Exactement. Les dividendes permettaient à chaque seigneur de très bien vivre. L'abondance économique étouffait les tensions politiques. L'argent achetait la paix sociale, quoi. Et cette indépendance financière, logiquement, elle donne envie d'être indépendant sur d'autres plans, surtout face aux gros pouvoirs centraux. Et c'est là que la religion entre en jeu. Au début du XIIIe siècle, le castrum de Cabaret devient un vrai bastion du catharisme. Parce qu'il rejetait l'autorité de l'Église catholique de Rome, qui était vue comme trop riche et trop lointaine. Oui, le catharisme prônait un monde spirituel pur, loin de la corruption matérielle. Et grâce à l'indépendance des seigneurs de l'Astours, le village est devenu un refuge sûr pour eux. On y trouvait même des évêques cathares, comme Arnaud Lot, non? Tout à fait. Il y avait de nombreuses communautés de parfaits et de parfaites qui vivaient et travaillaient au milieu des forgerons et des paysans. Et bon, afficher une telle dissidence, à la fois avec 22 seigneurs et en abritant des cathares, l'Église catholique ne pouvait pas laisser passer ça. Et le couperet tombe en 1209. Le pape et le roi de France lancent la croisade des Albigeois. L'armée des croisés arrive, avec à sa tête le célèbre Simon de Montfort. Et l'Astours est l'une de ses grosses cibles. Sauf que la machine de guerre de Montfort, qui a tout écrasé dans les plaines, va complètement s'enrayer face à la montagne. À cause du terrain. Oui. Impossible de monter les trébuchets et les engins de siège lourds sur ces pentes rocailleuses. Le seigneur de Cabaret, Pierre Roger, utilise le relief à son avantage. J'ai vu qu'il a même réussi à capturer Bouchard de Marly, un des meilleurs lieutenants de Montfort. C'est ça. Et face à cette impasse tactique, Montfort va changer de méthode de manière très glaçante. Il passe à la guerre psychologique. L'épisode de Bram, c'est bien ça? Oui. C'est un moment très sombre, oui. Après avoir fait tomber le petit village de Bram, Montfort sélectionne 100 prisonniers. Et il les mutile. De façon méthodique. On leur crève les yeux, on leur coupe le nez et les lèvres. C'est atroce. Oui. Et il laisse un seul œil intact à un seul de ses hommes. Son rôle, c'est de guider cette file de mutilés à travers la montagne jusqu'aux portes du castrum de Cabaret. L'idée, c'était vraiment d'utiliser la terreur pure. Un peu comme dans les guerres modernes où on veut détruire le moral de la population avant même de l'attaquer. C'est une manœuvre de communication par la peur. Le message de Montfort, c'était « rendez-vous ou finissez comme eux ». Mais l'analyse militaire montre que ça a fait un flop total sur les habitants de Cabaret. Contrairement à d'autres villes qui capitulaient de peur, ici ça n'a pas marché. Parce qu'ils avaient ce bouclier de pierre. Ce savoir sur un python imprenable, ça a fait une sorte d'amortisseur psychologique, non? Exactement. Au lieu de paniquer, ils se sont endurcis. Cette horreur a soudé leur résistance.
Ils ont tenu pendant des années. Bien après la mort de Simon de Montfort lui-même, en fait. Oui, le castrum ne capitule qu'en 1229, épuisé par le manque de ressources et suite à des tractations diplomatiques. Et c'est là que l'âge d'or occitan se termine pour l'Astour. La couronne de France prend le contrôle et sa méthode est radicale. On ne parle pas juste d'occupation, mais d'un effacement pur et simple. En 1240, le roi donne l'ordre de tout raser. Le vieux village, les forges, les anciens châteaux, tout disparaît. La technique de la terre brûlée. Il fallait détruire le tissu social pour être sûr qu'aucun cathare ne revienne s'installer. Voilà, et une fois que la zone est nettoyée, le pouvoir royal reconstruit les 4 châteaux actuels, mais cette fois-ci tout en haut de la crête, Avec une petite nouveauté, la tour Régine. la tour de la reine. Et c'est de la pure propagande architecturale. Ils ont utilisé un calcaire très clair, presque blanc, qui contraste énormément avec la forêt sombre autour. Pour qu'on la voie de très loin. C'est ça. C'était un rappel visuel constant. C'est le roi de France qui commande ici maintenant. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait des habitants de l'ancien village? Ils ont été déplacés de force de l'autre côté de la Lévière Orbiel. C'est ce qui a donné naissance au village de Rivière, qui est devenu le Lastour d'aujourd'hui. Et pour les soldats royaux qui devaient monter la garde dans ces nouveaux châteaux glacials perchés dans le vide, ça devait pas être une affectation de rêve? Pas du tout. Pour éviter les mutineries et garantir la loyauté de ces soldats isolés, le roi a utilisé un argument très pragmatique, l'argent. L'incitation fiscale, j'ai vu ça. Oui, ils étaient totalement exemptés de la taille, l'impôt principal de l'époque. C'est un peu la prime de délocalisation d'aujourd'hui pour attirer des employés dans des zones compliquées. On achète leur docilité. C'est exactement le même principe. On passe d'un village industriel, riche et rebelle, à un verrou militaire vide d'habitants, juste là pour surveiller. Toute cette histoire, toutes ces strates depuis l'âge du bronze, ça rend la visite d'aujourd'hui vraiment riche. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on arrive sur le site, le bâtiment d'accueil n'a rien de médiéval. Non, c'est l'ancienne usine textile Rabier du 19e siècle, avec sa grande cheminée en briques. Qui a été reconverti en musée. C'est là qu'on trouve l'exposition archéologique, avec notamment les répliques des bijoux de la fameuse princesse au collier. C'est un beau clin d'œil de démarrer la visite par une usine sur un site qui a toujours été lié à l'industrie. C'est vrai. Et après le musée, il faut monter. On compte environ 20 minutes de marche. Et 350 marches aménagées. Ça pique un peu les mollets, mais je trouve que cet effort physique, c'est la meilleure introduction. Ça permet de ressentir dans son propre corps à quel point le système de défense était dissuasif pour des soldats en armure. Surtout s'ils grimpaient sous une pluie de flèches. Exactement. Et une fois en haut, chaque château est une sorte de leçon de survie. Si on prend Cabaret, de plus grand, son donjon n'est ni carré ni rond. Il est pentagonal. Avec une pointe aiguë tournée du côté où les assaillants étaient le plus susceptibles d'arriver, comme une proue de navire. C'était pour gérer les tirs de catapulte. Oui, c'est de la physique de base. Si un gros boulet frappe un mur plat à la perpendiculaire, il transfère toute son énergie et ça fait un trou béant. Alors que là, avec l'angle, Le boulet frappe de biais. L'énergie est déviée, la pierre glisse et l'impact est très atténué. En plus, ces multiples faces permettaient de percer des meurtrières dans toutes les directions. pratiquement aucun angle mort. Et juste à côté, la tour Régine nous montre une autre prouesse technique liée à un problème vital, l'eau. Ben oui, sur une crête rocheuse étroite, creuser un puits est impossible. Donc la survie de la garnison dépendait de l'eau de pluie. Ils ont donc construit une immense citerne dans cette tour. Surmontée d'une coupole en spirale ou en limaçon. Les pierres sont montées en tourbillon continu, ce qui répartit le poids sans avoir besoin de gros piliers à l'intérieur. C'est très intelligent. Et l'étanchéité de ces citernes, on la voit particulièrement bien sur un autre château, celui de Sur-de-Spine, plus au sud. Même si c'est la ruine la plus abîmée, on peut encore voir à l'intérieur de sa citerne un enduit très particulier, de couleur rose-orangé. Le fameux tuileau. Exactement. Et c'est pas juste du mortier classique, c'est une vraie réaction chimique voulue par les bâtisseurs. Un mélange de chaux aérienne et de vieilles tuiles en terre cuite complètement concassées. C'est la silice de l'argile cuite qui, mélangée à la chaux, crée ce qu'on appelle une réaction pouzzolanique. C'est-à-dire, En gros, le mortier devient capable de durcir même sous l'eau, et ça forme une barrière 100% étanche. Sans ça, l'eau fuyait dans la roche et le siège était perdu en 3 jours. et enfin, tout au bout de l'éperon, on a Cartigneux. Celui-là, il est vraiment perché, tout seul sur son piton. C'est le plus isolé, et son entrée est un modèle d'architecture retardatrice. L'entrée en chicane. On ne rentre pas tout droit, il faut s'engager dans un couloir étroit et faire plusieurs virages à angle droit pour arriver à la porte. Ce qui casse tous les l'élan si on veut utiliser un bélier, par exemple. C'est impossible de prendre de l'élan, la porte est protégée.
Pour bien comprendre tous ces volumes aujourd'hui, parce que l'érosion a fait son œuvre, le mieux c'est d'utiliser des applications sur son téléphone. Comme Castrum ou l'appli Pays Qatar, c'est ça? Voilà. La réalité augmentée permet de superposer les murs originaux et les structures en bois sur les ruines qu'on a sous les yeux. Ça aide vraiment à se projeter. Et pour finir la visite, un petit conseil pratique, il faut aller au Belvédère qui est à environ 2 km de là. De l'autre côté de la vallée, oui. C'est là qu'on a la vue d'ensemble, avec les 4 piliers de pierre claire qui se détachent au-dessus de la végétation foncée. Il comprend visuellement le coup de force du roi de France. Oui, le triomphe officiel. Mais ce qui est très stimulant quand on regarde ce paysage, c'est de penser à ce qu'on ne voit pas depuis ce belvédère. C'est-à-dire? Eh bien, tout le castrum d'origine qu'ils ont rasé. L'histoire officielle a été écrite par les vainqueurs, avec ses tours sur la crête. Mais aujourd'hui, les archéologues déterrent peu à peu les restes des forges et des maisons du vieux village de Cabaret. Donc la Terre recrache l'histoire occitane qu'on avait voulu effacer? C'est ça. On peut se demander quels autres secrets sur la vie, l'ingéniosité ou les croyances des Cathares attendent encore d'être découverts sous ces pierres. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sans modération.